Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter un travail de recherche qui a été réalisé au sein du laboratoire SATI et des autres laboratoires partenaires. Ce travail a été présenté à la conférence Eurosensors en 2023, en septembre 2023. Alors, lors de cette présentation, on va s'intéresser à l'évaluation des sources d'énergie disponibles sur le corps humain pour le placement de générateurs piézoélectriques. On va voir un peu plus tard ce que cela implique. On va tout d'abord commencer par une brève introduction. On va ici définir les limites de notre étude et on va essayer de voir de quoi est-ce qu'on va parler de manière très générale. Et on trouvera une structure assez classique en discutant des matériels et des méthodes, des résultats et de la conclusion. Alors, par rapport au contexte, on va essayer ici de déterminer, comme j'avais dit, les sources d'énergie pour le placement de générateurs, principalement piézoélectriques. Alors pourquoi? Alors le but, c'est de générer l'énergie à partir du corps humain ou de l'environnement du corps humain. Bien sûr, générer l'énergie, c'est un peu un abus de langage, on va plutôt transformer une énergie en une autre. Si on s'intéresse à la piézoélectricité, on va venir transformer l'énergie mécanique, due à une contrainte appliquée à un matériau piézoélectrique, en une énergie électrique. On a différents types de systèmes qui existent. On peut retrouver, comme on voit ici, des systèmes patch, c'est-à-dire qu'ici on va placer des patchs sur le doigt par exemple, et avec la déformation, avec la flexion, on va pouvoir générer une contrainte et ainsi générer de l'énergie. On retrouve d'autres systèmes, par exemple des matériaux piézoélectriques qu'on va venir placer dans les chaussures. Ici, grâce à la compression, on va pouvoir appliquer cette contrainte mécanique et générer de l'énergie. Dans notre étude, on va se focaliser principalement, comme je l'ai dit, sur les matériaux piézoélectriques, mais plus précisément sur la structure poutre. On peut voir ici une image d'une structure poutre, ici en vibrant, en bougeant, on va venir faire vibrer cette poutre-là, et en vibrant, cette poutre va générer de l'énergie. Vous voyez sur cette image, bon, la poutre peut être assez encombrante, mais c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte pour l'instant dans cette étude. En fait, l'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont assez versatiles. On peut les retrouver dans plusieurs configurations et plusieurs positions sur le corps humain, ce qui en fait une technologie assez avantageuse. Ce système-là est considéré comme une technologie un peu d'avenir, si je peux le dire. Donc le but, ça sera de déterminer où est-ce que je vais placer ces générateurs-là et comment je vais les configurer, c'est-à-dire comment je vais les orienter. Est-ce que je peux aussi modifier la taille de ces générateurs, changer la géométrie? On va essayer de se poser un peu ces questions-là et chercher à répondre à celles-ci. Par rapport à la méthode qu'on a voulu employer, dans un premier temps, c'est poser la question de comment est-ce qu'on pouvait tester ces différentes configurations-là. La première façon de faire, c'est d'effectuer des expérimentations. Mais cependant, cela implique un coût expérimental assez élevé. On a besoin de matériel de précision. On va limiter le mouvement de l'utilisateur. On va devoir connecter ces systèmes-là à des systèmes de mesure, de précision, qui plus est. Et cela va impliquer un temps d'exécution assez élevé. Tester toutes les configurations, tous les mouvements possibles. On abandonne donc cette piste-là et on se focalise sur une méthode qui est un peu plus simple, qui est l'utilisation de modèles analytiques ou numériques. On retrouve différents types de modèles. Ici, on en a deux, par exemple. On a les modèles à paramètres distribués et les modèles à paramètres simples, qui se basent plutôt sur la loi de comportement, comme par exemple un système masse-ressort. Ces modèles-là ont différents avantages et inconvénients. On note la précision, la complexité numérique et aussi le coût numérique. On va travailler dans le cadre de cette étude avec le paramètre distribué, qui est un paramètre il donne des résultats assez proches de l'arité, qui est un peu plus complexe, qui prend plus de temps à être calculé, mais qui nous permettra d'avoir des résultats quand même plus cohérents. Et que ça sera quand même mieux ça sera quand même mieux qu'effectuer des expérimentations. Donc avec ce paramètre-là, je vais pouvoir utiliser la transformée de Laplace afin de traduire cela dans un environnement numérique et simuler tout ça. Alors la poutre piézoélectrique, elle se présente comme suit. On a une première couche active, qui est mon matériau piezoélectrique, et un substrat qui va venir soutenir cette première couche, qui peut être du laiton, de l'aluminium, du fer et de l'acier. Bien sûr, en changeant ces matériaux-là, on va changer les propriétés mécaniques et donc comment la poutre elle va vibrer. Ici, on a une poutre qu'on appelle une poutre unimorphe, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule couche de matériaux actifs. On pourrait avoir une poutre bimorphe, par exemple, et avoir deux couches de matériaux actifs. On peut avoir comme par exemple ces caractéristiques-là. On a une fréquence de résonance du premier mode qui est de 47 Hz, qui est quand même une fréquence assez basse. On va supposer qu'en sortie de ce système-là, on a une charge résistive. On a donc un contrôle passif.
C'est une poutre unimorphe, et dans le cas de notre étude, on va dans un premier temps tester notre simulation sur une poutre de 10 cm de longueur. Alors qu'est-ce qu'on a en sortie de notre modèle et en entrée? En sortie, on va obtenir la tension de variation. La tension en sortie de ce système, car on va récupérer l'énergie mécanique, enfin transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. On a donc diverses variables qui interviennent. En entrée, on a ce qu'on appelle la force qui va être, enfin, la force modale, directement traduite de l'accélération que la base de cette poutre va subir. On trouve d'autres paramètres comme la charge de sortie, qui est une charge résistive ici, et comme ou les paramètres liés à la géométrie et au matériel, les cités ici. On a différentes hypothèses. La première hypothèse, c'est la fréquence d'échantillonnage des capteurs. Ici, on va échantillonner à 240 Hz. En entrée, on voit qu'on a bien l'accélération, et le fait de échantillonner de manière plus ou moins grande cette accélération, on va avoir en simulation des artefacts ou pas liés à cela. Mais également, on va plus ou moins capturer la dynamique présente dans les accélérations du corps humain. Ensuite, on a d'autres considérations. On a aussi l'amortissement. Il y a différents modèles qui existent. On a pris ce modèle classique qui est le modèle de Rayleigh-Ritz. Et on a aussi les limites mécaniques. On ne va pas considérer, par exemple, les déflexions maximales. C'est-à-dire que notre poutre, dans la réalité, si elle devait vibrer à des accélérations de plus de 100 G, elle pourrait s'endommager, elle pourrait se casser. Dans cette étude-là, on est dans un cas assez idyllique et on ne considère pas ces limites-là. On a aussi voulu évaluer, après avoir bien sûr modélisé tout ce problème-là, l'impact de la géométrie. Si je prends une poutre de forme rectangulaire, qu'est-ce qui se passe si je change sa longueur ou sa largeur? Alors pour ce faire, on va garder une couche de matériaux actifs, un volume de matériaux actifs constant. On va donc évaluer uniquement l'impact de la géométrie. Et aussi, on va considérer que l'aspect inertiel de l'amortissement. Je ne vais pas aller en détail ici, mais on peut faire quelques hypothèses, quelques simplifications dues à la structure de notre poutre. Et dans ce cas d'application. On va donc générer différents types de géométrie, ou plutôt différentes dimensions, des poutres plus ou moins longues ou plus ou moins larges, qui respectent bien sûr les lois de la mécanique ou les hypothèses de Herbert-Newey. Ces différentes géométries-là, on va pouvoir générer différents modèles qui seront alimentés par les diverses accélérations que je vais mettre en entrée. Comme on l'a vu tout à l'heure, notre modèle prend en entrée l'accélération de la base. Et je vais ensuite pouvoir déterminer pour chaque géométrie et chaque position sur le corps humain, déterminer la meilleure orientation via un algorithme d'optimisation. Hop. Alors, les premiers résultats que je vais vous présenter sont les résultats issus d'une étude précédente, afin de mieux comprendre un peu comment tout cela fonctionne. On a ici un graphique qui va nous montrer la variation de l'accélération, par exemple, sur un point du corps humain en fonction du temps, en noir, et en rouge, on a la variation de la tension sortie de notre générateur en fonction du temps. On voit que par exemple, quand on a des pics, ici, on a une variation en régime libre de notre poutre. On voit que ça fonctionne assez bien. Première chose qu'on peut noter, c'est que la valeur de la tension peut être très élevée, atteindre ici presque 100 volts. On ne considère pas ici ces pics de tension. Comme je l'ai dit, on ne considère pas la limite mécanique, donc on ne considère pas ces pics de tension. Pour la réalité, bien sûr, il faudra les considérer. On a un circuit qui va conditionner notre signal, etc. On ne l'a pas modélisé ici, mais ça peut être une perspective. Alors, qu'est-ce que cela implique? Cela implique donc qu'on va surestimer l'énergie qui va être simulée, car comme on l'a dit, on n'a pas de limite mécanique. Par rapport à l'orientation, alors pour chaque point du corps humain, chaque point sur lequel on va mesurer une accélération, je vais pouvoir orienter mon générateur selon diverses positions. On peut faire des simplifications liées à la symétrie, mais aussi à la structure de notre poutre, et ainsi évaluer notre orientation selon deux axes. Et ce que cette figure montre globalement, c'est qu'on a des minima et des maxima. Il y a des orientations pour lesquelles je vais récupérer plus d'énergie, car l'accélération va être directement normale à notre poutre, par exemple. Et ça, comme je l'ai dit, je vais pouvoir le faire pour différentes positions du corps humain. Je vais pouvoir ensuite les comparer les unes par rapport aux autres, et ainsi déterminer dans mon application la meilleure configuration, c'est-à-dire position et orientation. Dans cette étude actuelle, on a donc voulu aller un peu plus loin, c'est-à-dire en plus de faire ce qu'on a fait avant, on va rajouter l'influence de la géométrie, c'est-à-dire que je vais modifier la longueur et ou la largeur. En rouge, ici, on a l'étude précédente. Si je prends cette ligne-là et que je la distribue sur le corps humain, on va obtenir le bonhomme obtenu précédemment, qui est celui-là.
Ici, on a en ordonnée, on a les différentes positions sur le corps humain, et en abscisse, on a la fréquence de résonance du premier mode, qui est directement liée à la longueur. Plus on a une grande longueur, plus la fréquence de résonance du premier mode sera faible. Bien sûr, à volume constant. Ce qu'on peut voir sur cette première figure, c'est qu'à basse fréquence, je peux récupérer plus d'énergie, c'est-à-dire les générateurs qui ont une fréquence de résonance faible permettent de récupérer plus d'énergie. Mais ce qu'on peut voir également, c'est qu'en diminuant cette fréquence de résonance, la meilleure position n'est pas toujours la même. C'est-à-dire qu'une fois, je peux avoir la jambe, par exemple, et une autre fois le pied. Si on regarde un peu plus en détail, on peut voir que désolé, les fréquences ne sont pas affichées, mais ici, on est proche des 40 Hz. La meilleure position est sur la main droite, on est proche de cette ligne rouge. Et ici, je suis à environ 13 Hz, c'est-à-dire que j'ai quand même une fréquence assez basse, et la meilleure position se trouve sur la jambe droite. On a donc d'autres contraintes à prendre en compte, qui sont les contraintes ergonomiques, c'est-à-dire que peut-être que dans mon application, je ne peux pas placer mon générateur sur la jambe droite. Il est donc préférable de prendre un générateur à 47 Hz, par exemple, et mettre sur la main droite, pour récupérer le maximum d'énergie. Bien sûr, pour toutes ces positions, j'ai l'orientation optimale qui a été calculée. Enfin, je peux vous présenter quelques résultats supplémentaires. On peut extraire pour chaque position du corps humain la puissance de sortie du générateur en fonction de l'activité qui a été réalisée. Par exemple, des sauts, des passes. On se place dans un cadre sportif car on a beaucoup de mouvements qui sont effectués. On a donc une grande capacité, des grandes sources d'énergie cinétique. On voit par exemple que la passe overhand pass, c'est ce qui permet de générer le plus de puissance en mettant le générateur sur la main droite. On pourrait extraire ce genre de résultats, bien sûr, à prendre avec des pincettes, cela est adapté ou non à l'étude que l'on souhaite faire. Et deuxième résultat intéressant, ils ont s'intéressé à qu'est-ce qui permettait d'alimenter ce générateur. Est-ce que c'est vraiment la fréquence des mouvements ou est-ce que c'est les impacts présents dans ces mouvements-là? On se rend compte que finalement les impacts, c'est ce qui permet d'alimenter, de générer le plus d'énergie. Globalement, cette courbe, ce qu'elle montre, c'est que, ouais, si je l'explique un petit peu, en ordonnée, on a le ratio entre une accélération d'entrée. Si on prend le cas de la main, je vais alimenter mon modèle avec cette accélération-là, je vais sortir une certaine énergie. Maintenant, si sur la même accélération, j'extrais uniquement les impulsions, que les pics, et que je refais cette simulation, ben, je vois que l'énergie obtenue représentera 80% de l'énergie comprise dans le signal d'accélération totale. Donc, les impacts représentent finalement 80% de l'énergie générée par les générateurs, pour les points pertinents bien sûr. On voit que sur certaines positions, on n'a pas beaucoup d'énergie, car ces positions-là ne sont en réalité pas très intéressantes en premier lieu. Alors, pour conclure rapidement sur cette étude qu'on peut considérer de préliminaire, car il n'y a pas de méthode générale qui existe, on essaie ici de donner des directions, des directives pour permettre aux gens qui souhaitent déterminer la meilleure position pour leur application, je parle de système autonome par exemple. Enfin, c'est vraiment une étude assez préliminaire. On a donc pu, grâce à cette méthode, limiter les coûts expérimentaux. Bien sûr, cela reste à être vérifié dans les perspectives, à avoir une comparaison simulation et réalité. Il y a différentes bases de données d'accélération qui existent en open source, en libre accès. Cela permet d'agir une première approche, de simuler, d'évaluer avant notre application les potentielles sources d'énergie. Il permet aussi de limiter le coût expérimental au lieu de faire nous-mêmes des expériences avec nos accéléromètres. On a des coûts économiques assez faibles, car si nous-mêmes on veut construire notre base de données, on n'a pas besoin de faire des expériences avec exactement la poutre, mais juste avec des accéléromètres, qui coûtent pas si cher que ça. Et enfin, on peut obtenir une cartographie des sources d'énergie sur le corps humain, la meilleure position, la meilleure orientation, etc. Et comme je l'avais dit auparavant, pour améliorer ces modèles, on peut rajouter l'aspect conditionnement du signal. En réalité, on aura un circuit de récupération en sortie de notre générateur. On peut avoir un contrôle passif ou actif. On pourrait simuler ce modèle-là, où on a des paires, on a des non-linéarités à prendre en compte. On peut ajouter les aspects ergonomiques, c'est-à-dire limiter certaines orientations, certaines positions, car pas tout est possible en fonction de notre application, et améliorer des paramètres des algorithmes d'optimisation, et effectuer d'autres comparaisons expérimentales. Voilà globalement pour cette petite étude qui a été présentée dans la conférence Eurosensors.
Bien sûr, je remercie tous les acteurs qui ont participé à cette étude-là, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.